Bien, je suis ravi et en même temps toujours un peu impressionné. Voilà, parce que vous êtes 72 inscrits, 80 vraisemblablement présents. Voilà, je me donne comme objectif d'essayer en 1h15, 1h20 de brosser toute la problématique de l'identité sexuelle. Donc c'est vrai que j'angoisse un peu. Ça va pas être un sujet hyper drôle, je ne vous cache pas, puisque ça va rejoindre des questions existentielles chez beaucoup de personnes. Et, bah oui, on est d'accord, hein. C'est mon fils, c'est pour ça. Il a lui aussi envie de participer, c'est normal. Donc ça va brosser des questions, ça va traverser des questions existentielles. Et je suis navré si je l'aborde de manière un petit peu brute de décoffrage et voilà, pour des personnes qui pourraient être concernées par ces questions existentielles. Justement, j'ai appelé cette conférence Identité sexuelle la quête existentielle, parce que justement, vous allez voir que ça touche à des problématiques compliquées, et ce depuis peu de temps. Comment on va procéder? Je vous donne le plan, parce qu'il y en a qui sont paumés si je ne leur donne pas de plan, donc je donne un plan. Premièrement, je vais faire un bref historique de la question. Ensuite, un historique un peu moins officiel. Ensuite, je vais vous faire la question des différents aspects de la sexualité. Sexualité biologique, psychologique, sociale et orientation sexuelle. Je vais vous parler de la transidentité, du féminisme. Et ensuite, on terminera par la définition, à mon sens, de ce qu'est l'identité sexuelle et de ce qu'est la sexualité. Ça vous va comme plan d'attaque? Eh bien, on commence parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Premièrement, l'historique. Pour que vous compreniez bien, l'historique des questions sur l'identité sexuelle, ça remonte à très peu de temps. En réalité, ça vient du 19e siècle. Voilà pourquoi, vous voyez, il y a une espèce une grande difficulté quand vous devez aborder les questions des identités sexuelles. Vous voyez, moi, mes grands-parents, par exemple, je leur ai offert le petit livre que j'ai écrit sur ça, et mon grand-père me disait mon petit, mais on ne comprend rien de ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà, des différentes identités sexuelles, des sapientosexuels, des pansexuels, des LGBTQI+, A, etc. Bref, il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais qui ne comprennent pas, non pas par hostilité, non pas par homophobie, mais qui ne comprennent pas, à proprement parler, ce que c'est comme problématique. Parce que c'est très récent, ça vient du 19e siècle, où un certain Karl Heinrich Ulrich se rend compte en étudiant des tribus qu'il existe des personnes qui se revendiquent comme étant des âmes de femmes dans un corps d'homme. C'est-à-dire qu'à la base, vous voyez, au 19e siècle, on se disait, bon, à partir du moment où tu as une génitalité femelle ou une génitalité mâle, eh bien, tu es un homme ou une femme. Eh bien, Karl Heinrich Ulrich se rend compte qu'il y a des âmes de femmes dans un corps d'homme. À l'époque, c'est considéré comme pathologique. Je sais, c'est choquant. C'est considéré comme pathologique. Je fais un saut pour vous dire à quel moment, en fait, la véritable question de l'identité sexuelle a basculé. Je vous détaillerai après plus tard la question du sexe social et ce genre de trucs, mais il faut bien comprendre que en 1950, un certain John Money va être confronté au cas des jumeaux Reimer. Les Reimer, en fait, ce sont deux jumeaux, enfin voilà, comme leur nom l'indique, ce sont des jumeaux, donc voilà. Et notamment l'un d'eux, David, lors d'une opération, lors d'une circoncision, en fait, va avoir le pénis carbonisé. Une erreur médicale. Et John Money propose comme solution aux parents, ne vous en faites pas, vous allez l'éduquer comme une petite fille, et puis vers 17 ans, on lui proposera la vaginoplastie, et puis voilà, et comme ça, ça sera une jeune femme, il n'y aura pas de problème. Bon, David se refait baptiser Brenda, à ce moment-là, et on éduque Brenda comme une petite fille, sauf qu'à 17 ans, Brenda va refuser la vaginoplastie. Donc on a quelqu'un qui est éduqué comme une
petite fille, qui a été éduquée comme une femme en fait, et qui n'a pas d'appareil génital femme. Donc on se demande quelle est son identité sexuelle. Est-ce que c'est un petit garçon? Est-ce que c'est une petite fille? On ne sait pas. Et en fait, Brenda David, malheureusement, ne laisse pas le temps de se poser la question, puisqu'il se suicide, ou elle se suicide, suivi par son jumeau après. Il faut imaginer le mal-être existentiel dans lequel cette personne devait être. Voilà. Mais la question va réellement se poser à partir de 1950 sur la question de la transidentité, en réalité. L'identité sexuelle, elle n'est pas d'abord une question d'orientation sexuelle. Elle n'est pas d'abord une question de sexe phénotypique, etc. Elle est d'abord une question sur la transidentité. Mais on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, notre culture a hérité d'une autre influence historique qui vient de ce monsieur qui s'appelle Alfred Kinsey et qui a publié dans les années 1940 deux rapports, le comportement sexuel des femmes et le comportement sexuel des hommes, aux États-Unis. Alors à l'époque, il faut bien se rendre compte, les États-Unis sont dans une vague puritaine, donc la sexualité est très mal vue, et Alfred Kinsey pense qu'il y a un problème, qu'à force de faire en sorte que les personnes ne puissent pas vivre leur sexualité, elles vont développer des pathologies. Kinsey a une grande intuition. Alors à la base, il est spécialiste des abeilles. Ça n'a pas grand-chose à voir, c'est un zoologue, mais il a une pensée sociologique. Et donc il va interroger plein de personnes aux États-Unis pour savoir quel est leur comportement sexuel. Ces rapports vont sortir et il va y avoir des conclusions. Il va y avoir des conclusions qui vont étonner tout le monde. Dans l'Amérique puritaine, au niveau des hommes, un homme sur 10 avoue avoir eu des pratiques homosexuelles. Un homme sur 2 trompe sa femme et 2 hommes sur 3 allaient voir une prostituée. Imaginez, l'Amérique puritaine se prend ces rapports-là et se dit attendez, comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sauf qu'il y a des gens qui ont dit ouais, Alfred, d'où tu sors tes stats? Qui tu as interrogé? Parce qu'il y a des personnes qui commencent à se dire non mais il y a un problème. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans l'Amérique puritaine, vous voyez quelqu'un qui sonne à la porte, ding-dong, et qui vous dit, très bien, la pratique homosexuelle, comment ça se passe? Est-ce que vous lui répondez facilement non? Par ailleurs, vous demandez, voilà, vous interrogez un homme, vous lui dites, est-ce que vous trompez votre femme? La femme est à côté, on peut imaginer qu'il ne va pas répondre. Et comme il ne pouvait pas interroger l'Américain lambda, qu'a fait Alfred Kinsey? Il a interrogé des délinquants, des psychopathes et des criminels sexuels qui étaient en prison. 55% des hommes interrogés étaient dans ce cadre-là. Sauf que ça, on l'a appris 10 ans après la sortie des rapports. Pour les femmes, 1 sur 2 avait des rapports sexuels avant le mariage, 1 sur 4 avait déjà commis l'adultère et 87% des célibataires avaient avorté. Crime passible de la peine de mort dans certains pays. 87% des célibataires avaient avorté. Alors il y en a certains qui se sont dit 1 sur 2 avait des rapports sexuels avant le mariage, 87% des célibataires avaient avorté, et on a un problème. Donc, on lui demande, qui as-tu interrogé? 10 ans plus tard, on apprend que c'était majoritairement des prostituées. Ces rapports-là vont entraîner 2 effets. La première, c'est la révolution sexuelle, qui va avoir lieu aux États-Unis, où en gros, contre l'influence puritaine, eh bien, les Américains vont dire, bah, attendez, on va arrêter de se comporter comme la religion nous le dit, et on va se comporter comme, finalement, on se comporte déjà. Et donc, ça a été libération sexuelle. Et aussi, il va y avoir autre chose, c'est que Kinsey va dire, bah, regardez ce comportement-là, ça n'aurait pas eu lieu si les enfants avaient été éduqués sexuellement. Et donc, il va faire des études sur la compréhension de l'identité sexuelle par les enfants. Alors, il va avoir certaines conclusions, c'est qu'il va dire que l'enfant est orgasmique dès la naissance. Joseph, tu te calmes. Enfant orgasmique dès la naissance, et que l'éducation sexuelle va permettre aux enfants de déterminer assez tôt leur homosexualité, leur hétérosexualité, et aussi
libérer un petit peu l'usage de la pratique masturbatoire. Parce qu'à l'époque, la masturbation, c'est la catastrophe. Allez-y, Noélie, vous arrivez au bon moment. Donc la pratique, voilà, la pratique masturbatoire. Sauf qu'il y a une avocate, Judith Reisman, je crois que c'est Reisman aussi, comme les jumeaux. Non, Reisman, oui, c'est ça, Judith Reisman, qui va décider d'enquêter sur cette affaire-là. Et elle va demander à Alfred Kinsey, qu'est-ce que vous appelez des orgasmes? Comment vous avez fait vos études? Je ne comprends pas, en fait. Et en fait, il va détailler les choses plus tard. Il a dit, j'ai fait une étude sur des enfants de 4 mois à 10, 11 ans. Et il s'est posé la question, en 24 heures, combien d'orgasmes? Visiblement, selon ses stats... non mais je comprends que ça le gêne. En 24 heures, combien d'orgasmes? 26 orgasmes en 24 heures. Et donc, il a étudié 317 sujets mâles. Judith, l'avocate, ne va pas lâcher l'affaire. Ça va durer jusqu'à... elle est décédée il y a 2 ans. Elle a voulu savoir qu'est-ce que c'était que ces orgasmes-là. Et elle a appris, puisque Kinsey l'a dévoilé dans ses petits carnets d'opérations, que l'orgasme, selon Kinsey, ce sont des cris, des convulsions, des mouvements que les enfants font pour résister avec des larmes abondantes. Des cris, des douleurs hystériques, des convulsions. Et Judith Reisman repose la question, ils résistent à quoi, ces enfants? Et on apprend que Kinsey pratiquait des techniques manuelles et orales sur les enfants. Donc en fait, le père de l'éducation sexuelle au niveau mondial est en fait un pédophile. Et comprenez bien que l'OMS a publié en 2010, donc je vous ai les récupérés, c'est en libre accès, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Vous pouvez y aller, vous pouvez chercher, ça y est. Alors, il y a tout un tas de trucs qui expliquent, évidemment, l'éducation sexuelle et comme quoi c'est très bien et tout va bien. Mais je voulais juste, en fait, la matrice qu'il donne pour dire qu'est-ce qu'il faut éduquer chez les enfants. Donc, c'est l'OMS et c'est en 2010. Donc, de 0 à 4 ans, il faut, je vous passe tous les trucs, mais par rapport à la sexualité, il faut sensibiliser et informer les enfants sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation infantile précoce. On a posé la question, en fait, aux scientifiques de l'OMS, on leur a dit, mais comment vous sensibilisez les enfants à ça? Et ils répondent, il suffit de leur montrer. Je vous avoue, en fait, là on est dans la partie glauque de la conférence, mais en fait, moi quand j'ai découvert ce truc, c'était abominable. Je vous dis, c'était abominable. 4 à 6 ans, toujours la masturbation infantile précoce, le langage sexuel approprié, et que les sensations sexuelles doivent être positives, n'inclure aucune coercition et ne pas faire mal. Donc ça, c'est 4 à 6 ans. 6-9 ans, le sexe dans les médias, y compris Internet, et les rapports sexuels. 9-12 ans, la première expérience sexuelle. L'orientation sexuelle, donc là il faut penser que voilà, 9-12 ans, il faut sensibiliser les enfants, informer les enfants sur l'orientation sexuelle, sur le comportement sexuel des jeunes, la masturbation toujours évidemment, la différence entre l'identité sexuelle et le sexe biologique. Donc 9-12 ans. 12-15 ans, pardon, les rôles et comportements attendus en lien avec l'excitation sexuelle et les différences liées au sexe. Donc vous venez de dire à un enfant que finalement il y avait une différence entre l'identité sexuelle et le sexe biologique, et finalement il y a des différences liées aussi au sexe biologique. L'identité sexuelle et l'orientation sexuelle, y compris le coming out et l'homosexualité. Comment jouir de la sexualité de manière adéquate? C'est sûr que si on les a masturbés depuis l'âge de 0 année, il faut bien leur apprendre quel est le rythme qu'il faut, parce que ça devient compliqué sinon. Et 12-15 ans, non, j'y étais, 12-15 ans. 15 ans et plus, voilà, c'est ça, j'y suis. 15 ans et plus. Sexualité. La relation sexuelle comme plus qu'un simple coït. Donc vous attendez 15 ans et plus pour commencer à parler d'amour, commencer à parler de relations, ce genre de choses. La signification des relations sexuelles aux différents âges selon qu'on est une femme ou un homme. Sans définir ce qu'est un homme, sans définir ce qu'est une femme, on ne comprend pas bien. Et ensuite, les relations sexuelles de nature transactionnelle. Donc, la prostitution, mais aussi le sexe en échange de petits cadeaux, de repas, de sorties, de petites sommes d'argent. La pornographie, et enfin vous terminez par l'addiction ou la dépendance sexuelle.
C'est sûr que si vous les avez stimulés depuis le plus tendre âge, la dépendance sexuelle, vous allez l'avoir. Vous allez me dire, bon, ce sont des timbrés. D'accord. Peut-être que ce sont des timbrés. Mais en l'occurrence, en France, on a 4 personnes qui ont décidé de l'appliquer à la lettre. À la lettre. On a M. Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem, M. Blanquer et M. Pap Ndiaye, qui se revendiquent tous de l'OMS, qui lui-même se revendique de qui? De Kinsey. Donc on est en fait dans une situation qui est assez glauque, je dois vous avouer, quand on envisage ces questions-là. Donc je vous propose, une fois qu'on a brossé cette espèce d'historique et dans quel contexte on est, Pap Ndiaye, c'est vraiment son cheval de bataille à l'école. Hein. C'est apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, ok, mais surtout identité sexuelle. La circulaire Blanquer aussi, c'est une circulaire qui a été envoyée aux enseignants pour prendre en compte le phénomène de la transidentité. Hein? Donc ils ont vraiment ça en tête. Alors, parler de sexe, on arrive maintenant à une partie peut-être un peu plus soft, et encore. Parler de sexe, il faut revenir à une étymologie. La sexualité, c'est le bazar dès l'étymologie. C'est-à-dire que quand vous commencez à chercher, d'abord vous avez la latine, qui vient sur sexus ou secus, qui veut dire ce qui vient après ou progéniture, et c'est carré, ce qui divise. Donc on est déjà un peu dans le bazar, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, mais on comprend un petit peu. Si vous allez chez la grecque, ça se dit physis, les physiques, pour les étudiants. Hein? Devoir d'Aristote, tout ça, les trucs comme ça. Bref. Vous penserez au sexe, chaque fois. La prochaine fois que vous lirez les physiques, vous penserez au sexe. Donc grec, physis, ça veut dire nature, ce qui est ma nature profonde, et ce qui est ma tendance, ce qui est mon désir. Vous voyez, le sexe, c'est ce qui est mon désir, c'est ce qui me polarise. Et vous en avez une dernière, la sanskrite, sakate, qui signifie être uni. Donc vous avez 3 dimensions au sexe, la progéniture, la tendance et l'union sexuelle. Donc, étymologie renvoie déjà à toutes les dimensions de l'identité sexuelle. Alors on va regarder les dimensions une par une. Premièrement, le sexe biologique. Pour le sexe biologique, il y a 3 choses à envisager. Premièrement, le sexe chromosomique. Là, ça va vous refaire des petits cours de bio, mais c'est sympa aussi. Les chromosomes, nous, les êtres humains et quelques mammifères, on a ce qu'on appelle la détermination sexuelle par les chromosomes XY. Détermination XY. Y ne peut être que fourni par le mâle. X peut être fourni par les deux. Si vous avez comme chromosome XX, alors vous avez un sexe chromosomique femelle. Si vous avez un sexe chromosomique XY, vous êtes mâle au niveau chromosomique. À partir de quand ça va commencer à se voir, cette différence sexuelle? Est-ce que vous le savez? Ouais. 6e semaine, ouais, 6-7 semaines. 4 pour ceux où ça va plus vite, mais c'est plutôt 6-7 semaines de grossesse. Hein, de grossesse. À ce moment-là, en fait, on voit apparaître ce qu'on appelle le sexe gonadique. Les gonades sont en fait les glandes, les sexes organiques qui vont se développer. Alors comment ça se passe? Je vous passe tous les détails comme ça, mais je vous en parle un petit peu. Si en gros, le sommet du chromosome Y envoie une certaine information, ça va entraîner un changement qui, s'il n'envoie pas cette information, ce sera forcément une femelle. D'accord? Donc il y a parfois, hein, ça se produit, des chromosomes Y qui ne se déclenchent pas, et donc vous avez un développement femelle malgré un sexe chromosomique mâle. La plupart du temps, la personne ne survit pas en fait à ce genre de choses. C'est-à-dire que le bébé n'est pas viable. Mais ça peut arriver. Alors ensuite, vous avez le sexe phénotypique, parce que les gonades, les glandes, vont faire quoi? Elles vont envoyer des... Ouais. J'entends, mais vous avez... Des hormones. Des hormones qui vont mettre le bazar dans tout le développement de l'enfant.
embryonnaire. Et fœtus, et etc. C'est-à-dire que vous en avez plusieurs, mais en particulier une qui met le bazar complètement, c'est la testostérone. D'accord ? La testostérone envoyée, notamment il y a un moment qui est crucial pour les petits garçons, ou pour les fœtus mâles qui sont à l'intérieur du ventre de leur mère, il y a un moment où il faut qu'il y ait un pic de testostérone pour qu'au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire, le mâle soit capable, c'est dans le cerveau, le mâle soit capable de percevoir les phéromones féminins. S'il n'y a pas ce pic de testostérone, ce qui arrive régulièrement en fait, l'être humain ne perçoit pas les phéromones féminins. D'accord ? Donc c'est pour vous dire à quel point ça se joue, c'est un détail de chimie. D'accord ? Et ça va donner lieu à l'apparition d'un sexe qui va apparaître, d'où le mot phénomène, et donc phénotypique. Ce sexe phénotypique, il va y avoir plusieurs moments, en fait, il va y avoir plusieurs pics hormonaux qui vont affecter le développement. Le premier a lieu intra-utérin, ensuite c'est vers 6-7 ans. Hein. Avant cela, petit garçon, petite fille, ça se ressemble un petit peu. Hein. Et voilà, entre 5 et 7 ans. Là, il y a un petit changement qui va se passer. Et ensuite, au moment de l'adolescence. Et au moment de l'adolescence, c'est le moment où c'est le cocktail hormonal le plus violent du monde. Et donc, tout va changer. Tout va changer, que ce soit au niveau de la pilosité, que ce soit au niveau des cordes vocales, que ce soit au niveau de la densité musculaire, tout va changer. Pour les femmes, il va y avoir évidemment la multiplication cellulaire des cellules mammaires. Hein. Messieurs, je vous apprends juste une chose, parce que voilà, les seins ne sont pas juste de la graisse, hein, d'accord, où ça se remplit à un moment, voilà, ça se remplit à cet endroit-là. Pas du tout. Ce sont des cellules très spécifiques, très très spécifiques, puisqu'il faut qu'elles soient capables de produire une lactation. Hein, donc il y a une fonction très spécifique à ces cellules-là. Ça, c'est le sexe biologique. Pour vous faire un petit résumé, le sexe chromosomique, il cause un développement gonadique. Le sexe gonadique, il cause un développement phénotypique et un développement physique. Et ensuite, le sexe phénotypique, il cause un développement physique et mature. Et on y arrive. Le sexe biologique, il permet d'engendrer. D'accord ? Dans le règne animal, un animal est considéré comme mature dès lors qu'il est capable de se reproduire. Pour l'être humain, c'est vers entre 11 et 13 ans. Il n'est pas forcément mature pour autant. D'accord ? Pas forcément adulte pour autant. Il faut savoir que tout le développement, pourquoi je vous dis permet d'engendrer ? Parce que tout le développement organique du sexe ne repose que sur cette finalité-là. C'est que sur ça. Et pourquoi il y a des seins ? Pourquoi il y a de la testostérone ? Pourquoi il y a des œstrogènes ? Pourquoi il y a de LH, FSH ? Pourquoi il y a ce genre de trucs ? C'est que pour la reproduction. Il n'y a pas d'autre intérêt à notre biologie. Donc arrivent deux concepts lorsqu'on envisage l'identité sexuelle, celui de mâle et de femelle. Les êtres humains sont partagés dans l'espèce en mâle et femelle. Comment vous définiriez la femelle ou le mâle ? Si on y arrive, vous voyez la définition. Ça fait partie de notre identité, donc en avant. Bénil. C'est quelqu'un qui est une femelle, c'est Un individu. qui a un appareil reproductif féminin. Et un mâle, ça va être un être qui a Un appareil reproducteur masculin. Oui, en fait, vous n'allez pas au bout de votre définition. Il y a un peu d'idée, mais voilà. La femelle, c'est un individu, vous avez raison, capable d'engendrer un nouvel être en elle avec l'assistance nécessaire du mâle. C'est ça, si vous voulez définir une femelle, vous la définissez comme ça, pour l'être humain. Donc là, un jour, quand mesdemoiselles ou mesdames, quand vous vous posez la question sur votre identité profonde, vous vous dites, je suis un individu capable d'engendrer un nouvel être avec l'assistance nécessaire du mâle. Et c'est super. Et pour le mâle, là, messieurs, là, ça va être, vous êtes un individu capable d'engendrer un nouvel être dans la femelle, avec l'assistance nécessaire de la femelle. Est-ce que ça nous convient en termes d'identité sexuelle ? Pas du tout. En l'homme, c'est une thématique qui est chère pour moi, pour que les étudiants le comprennent. En l'homme, il n'y a rien de tout ça. D'accord ? Le mâle et la femelle ne sont pas des catégories pour définir un être humain. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça soit investi de quoi ? Des émotions et de la raison. Et à ce moment-là, vous rentrez dans un tout autre monde
Et vous n'aurez jamais plus de femelle ou de mâle. Vous allez avoir du masculin, du féminin, femme, homme, bref, vous inventez les mots que vous voulez pour définir ce genre de truc, mais vous n'aurez pas de femelle et de mâle. D'ailleurs, je vous invite, messieurs, à dire à vos camarades « Ah, ma belle femelle », ça passe pas bien, vous voyez, hein, mon beau mâle, ah, c'est un peu plus flatteur parce que vous allez voir, socialement, c'est en raison de ça. Donc il faut arriver à une autre dimension, c'est la dimension du sexe psychologique. Le sexe psychologique, c'est quoi? Le sexe psychologique, c'est... Je parle sous le contrôle d'une psychologue, donc c'est toujours très, très, très flippant. C'est le fait que la conscience, le psychisme de la personne, va devoir investir à la fois sa dimension corporelle et à la fois la représentation que son histoire lui donne de son sexe. C'est un peu résumé, mais on arrive au concept d'intégration. L'intégration, c'est quoi? C'est ramener consciemment l'ensemble de mes facultés et de mes dimensions autour d'une unité qui honore à la fois ma dimension universelle et ma dimension singulière. C'est très compliqué, mais c'est pour dire quoi? On va y arriver. Pardon, j'en fais. C'est que, rappelez-vous, ça remonte à loin. On va imaginer pour Basile, par exemple. Rappelez-vous, il va y avoir une découverte du corps. Cette découverte, elle peut se faire par opposition. C'est-à-dire, vous savez, vous êtes je sais pas, vous vous déshabillez quand vous avez 4 ans et demi, et là, vous voyez qu'il y a quelque chose entre les jambes d'un individu qui est en face de vous, et vous n'avez rien entre les jambes. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce machin qui t'a poussé au milieu? Et inversement, vous avez quelque chose, et oh là là, mais t'as perdu quelque chose, il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Cette compréhension, vous voyez, là c'est très caricatural hein, ce que je vous dis, mais ça va en plus s'exacerber lorsque la personne va éprouver des choses à partir de ces dimensions-là. Pour une jeune femme, voir sa poitrine qui gonfle, et finalement, quand elle se mettait à courir, avant ça posait aucun problème, et à partir du moment où elle s'est mise à courir, elle s'est dit oh, « Putain, mais c'est hyper lourd, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Eh bien, ça va pas du tout être vécu de la même manière qu'un mec qui n'a absolument pas ça. La première fois qu'un homme se retrouve le matin à lever le chapiteau en énorme érection, il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Vous voyez, ça, tout ce phénomène de croissance, eh bien, il faut que le psychisme humain arrive à l'intégrer, c'est-à-dire à l'accepter et à dire que c'est à moi, c'est moi qui le vis, ce genre de choses. Mais là, je vous parle des choses très sympas. Mais vous vous rendez bien compte que quand, jusqu'à 13 ans, il n'y avait aucun problème, vous passiez votre vie hyper cool, etc. Et je sais pas, un jour, pendant l'année de vos 13 ans, vous vous êtes mis à avoir ultra mal au ventre, plié de douleur, pendant 4 jours, et à saigner. Et on vous a dit, c'est normal. Et c'est trop bien. Tu es une femme. Mais c'est nul, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et t'inquiète pas, ça va continuer jusqu'à l'âge de tes 50-60 ans. Ah bon? Vous voyez, ça, c'est le sexe psychologique. Il va être nécessaire pour la personne humaine de s'envisager elle-même dans son vécu propre. Parce qu'en plus, entre deux femmes, eh bien, à chaque règle, il n'y aura pas les mêmes choses. Vous avez certaines, vous savez, qui disent simplement « Ouh, là, ça tire un peu ». Il y en a d'autres qui se tordent de douleur, qui ne peuvent plus se lever. Elles ne vivent pas leur féminité de la même manière. Leur intégration n'est pas la même. La testostérone, messieurs, la testostérone, elle décuple, notamment dans certaines parties du cerveau, une rapidité nerveuse à la réaction agressive et à la libido. Donc on a des petits garçons, ça se passait très bien, et puis d'un coup, dès qu'ils voyaient passer une femme à côté d'eux, ou alors dès qu'on les agressait, j'en ai marre. Il faut qu'ils l'intègrent. Il faut qu'ils le vivent, ce genre de truc. Et en plus, entre deux garçons, ça va pas être la même chose. Il y a certains garçons, on leur marche sur les pieds, etc. Ils s'excusent. Ils disent, pardon, excusez-moi, j'aurais pas dû mettre mon pied sous le vôtre, voilà. Il y en a d'autres, ils se font klaxonner en voiture, ils sortent, ils prennent la matraque et ils tabassent le gars. Et vous appliquez la même chose pour la libido. Donc vous voyez, la dimension psychologique du sexe, ça va être ce va-et-vient permanent entre le vécu que j'ai et la dimension de sujet, l'auto-acceptation. Sauf qu'il va y avoir une troisième dimension qui va rentrer. Allez, pardon, j'ai oublié. Non, autre chose avant.
Eh oui, je ne l'ai pas noté là. Dans le sexe psychologique, il y a évidemment les expériences négatives, traumatisantes. Intégrer sa sexualité lorsqu'on a été abusé quand on est enfant, bon courage. Découvrir, je ne sais pas, à l'occasion d'une partouze qu'on a voulu essayer, et bien finalement son orientation sexuelle, bon courage. Bon courage. Dans quoi? Attention, c'est pas bon courage dans le sens les partouzes c'est pas bien, les machins comme ça. Chacun ses loisirs. Mais il faut bien comprendre que la dimension d'intégration devient complexe. Devient complexe parce que, et on va le voir quand on va étudier l'orientation sexuelle, la personne va vouloir se fixer au niveau de son identité. Sauf qu'elle est face à un processus dynamique de croissance. Et donc se fixer à certaines étapes, et ben malheureusement, ça va figer le processus de croissance. Donc c'est juste pour vous dire, je ne suis pas un expert de la psychologie, hein, du notamment de la psychologie cognitive et de la psychologie du développement. Mais comprenez bien qu'il y a cette dimension-là dans l'identité sexuelle. Et en plus, il y a la dimension du sexe social et des rôles sexués. Chaque culture a développé des rôles sexués. Chaque culture. Et ces rôles sexués, je vous l'annonce, ne sont pas les mêmes en fonction des cultures. C'est-à-dire que la manière que vous allez avoir de penser le vivre ensemble entre le mâle et la femelle dans des cultures ne seront pas les mêmes que vous soyez en Tanzanie, en France, aux États-Unis. C'est pas la même. La finalité de la culture, c'est le vivre ensemble. Or, on a deux polarités qui, certes, s'entendent très bien à certains moments de la vie, mais peuvent se mettre sur la tronche. Donc il va falloir qu'on se fasse une répartition des tâches, une répartition des rôles. C'est souvent lié à la pénibilité de la structure économique. Vous voyez, je ne sais pas, vous prenez Moyen-Âge, non pas Moyen-Âge, on ne va pas prendre le Moyen-Âge, on y reviendra au Moyen-Âge. Vous prenez au niveau, très bien, vous prenez au niveau de la société bourgeoise du 19e siècle. Il y a un monde ouvrier, il y a un monde bourgeois. Dans le monde ouvrier, les enfants et les femmes travaillent. Chez les bourgeois, il faut bien montrer qu'on n'est pas des ouvriers. Comment on fait? Eh bien, socialement, on va impliquer que le travail des femmes, c'est synonyme de pauvreté. On va dire que culturellement, si la femme travaille, c'est que le couple a besoin de 2 salaires. Donc, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul qui travaille. Qui est la plus à même de pouvoir être oisive? La femme. Parce que justement, il faut qu'elle se pavane dans de belles robes, qu'elle ne soit pas préoccupée par les affaires, qu'elle soit contente. Et donc, on va instaurer la notion de femme au foyer. Et la femme au foyer, on va dire, c'est finalement l'idéal de la femme. Et toutes les femmes ouvrières voulaient être femmes au foyer. Parce que justement, le rôle sexué voulait dire que si la femme ouvrière pouvait être femme au foyer, ça voulait dire qu'elle parvenait, en fait à quoi? À l'idéal et à la réussite sociale. Alors, femme au foyer, en plus, c'était très mal vu d'éduquer ses enfants, donc vous deviez payer une autre ouvrière pour être nourrice. D'accord? Donc, en fait, l'image de la femme n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes veulent travailler. Et c'est même synonyme de pauvreté si la femme ne travaille pas. C'est un échec, d'ailleurs, pour la femme. On y reviendra plus tard. Sauf que le « je suis » psychologique devient, lorsqu'on envisage le sexe social, un « je dois être social ». C'est-à-dire que la femme, ou la jeune fille, regarde sa sexualité, commence à vivre sa sexualité, voilà, tous ses changements corporels, etc. Et là, elle va envoyer sa conscience ou sa psychologie sur quels sont les modèles féminins que l'on me donne, qui sont acceptables. Comment je peux, de manière acceptable, vivre comme femme? Personne ne se le dit comme ça, c'est pas conscient. Mais vous toutes, là, toutes les femmes qui sont ici, vous êtes toutes confortablement installées dans un stéréotype qui vous convient. Que ce soit au niveau de votre habit, de votre coupe de cheveux, de votre métier, de votre manière d'être en relation, c'est un stéréotype culturel qui est accepté par votre culture et qui est accepté par votre psychologie. Donc vous voyez, dans l'identité sexuelle, on se retrouve avec 3 choses. Sexe corporel, sexe psychologique, sexe social. Ces 3 choses, elles sont en interconnexion.
Exemple. Psychologiquement, je suis dans une famille d'artistes, je suis un garçon, famille d'artistes très sensible, et en fait, dans ma corporéité, les messages hormonaux font de moi un énorme bourrin. Absolument pas sensible. L'art ne me parle pas. Eh bien, je vais considérer que je ne suis pas, par exemple, le bon archétype social de ma famille. Je ne sais pas, corporellement et psychologiquement, au niveau de mon orientation sexuelle, je suis plutôt attiré par les gens qui ne sont pas de mon milieu social. Il va y avoir conflit. Je vais rechercher soit le petit bourge parce qu'il m'intéresse, soit le bad boy parce qu'il m'intéresse aussi, soit la meuf à problème, soit la petite fille enfant. Je vais essayer de trouver quelque chose, ça ne convient pas à ma famille, il va y avoir conflit intérieur. Le développement, il est en plusieurs étapes, et pour le schématiser, je vous l'ai représenté comme ça. Premièrement, sexe corporel, vous investissez la conscience pour saisir l'identité personnelle. Là, vous avez deux choses. Vous avez l'émergence d'un vécu sensible et signifiant, avec votre histoire, avec tout ça, le sexe psychologique. Vous avez une confrontation de la conscience à ce que la culture vous propose comme voie d'accomplissement. Ça, c'est le sexe social. Et là, vous avez un choix. Soit vous faites prédominer le sexe psychologique, et donc vous allez rejeter les normes sociales. L'important, c'est mon vécu psychologique. Et donc je dois me construire par moi-même. Soit vous allez, s'il y a une prédominance du sexe social, rejeter la dimension psychologique de votre sexualité, et donc une réduction de la dimension personnelle. Les conséquences possibles, c'est une incapacité à trouver son identité autre que dans son désir ou sa volonté, quand on fait prédominer le sexe psychologique, c'est-à-dire que finalement, qui je suis, quand on commence à vous demander quel homme tu es, quelle femme tu es, etc., et ben en fait, on va dire ce que je veux ou ce que je désire. Et donc intervient l'orientation sexuelle, on va y arriver. Soit alors, si vous choisissez celui-là, eh bien il y a une violence contre le sujet personnel, et à la fin, les rôles sociaux n'ont plus aucun sens. Et vous finissez par avoir des gens qui vont vous justifier par la religion un modèle social du 19e siècle. En vous disant, mais tu comprends, c'est la Vierge Marie, c'était une mère au foyer. Non. Non. La société juive, elle ne fonctionnait pas comme ça. Ou alors, mais tu comprends, le mâle, il va travailler. Il fait la guerre. Pas forcément. Si ça te convient, c'est super, mais c'est pas forcément le cas. Vous voyez ? Et vous avez des bouquins comme Indomptable ou Cœur de femme, pardon pour les protestants, Eldredge, la compagnie là, qui vous exportent le modèle américain en vous disant que c'est ça le projet de Dieu sur la sexualité. Indomptable, par exemple, vous avez le Far West américain. C'est le mâle se définit comment ? L'homme, c'est quoi la spiritualité de l'homme ? C'est conquérir une belle, vivre une aventure, et puis se battre. Ok ? Là, vous rentrez dans le saloon, hein ? Hi, everybody. La femme, être objet de désir, participer à une aventure, et je ne me rappelle plus, être sauvé, enfin, il y a un troisième. Pareil, là, vous avez la gardienne des cow-boys, vous savez, la gardienne des vaches, là, qui est contente avec son petit tablier, son petit froufrou, voilà, protestante, quoi. Et sauf que nous, les Français, le problème, c'est qu'on n'hérite pas du tout du Far West, nous, on est dans l'amour courtois. Notre délire culturel, c'est la chevalerie. C'est-à-dire, nous, on veut des reines, des femmes puissantes, et on veut des gars qui se battent. Vous voyez, on veut des chevaliers. Et donc ce modèle-là, il est comme ça. Mais c'est social, c'est pas du tout religieux. Et d'ailleurs, quand vous cherchez dans la Bible, vous avez peut-être, certes, une Rachel qui est plutôt tranquille, mais vous avez une Ruth, ou vous prenez n'importe quel juge. L'une d'entre elles, vous savez, qui prend un pylône de tente et qui éclate la tête du général de l'armée assyrienne sous la tente. Bonsoir, cœur de femme. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Vous voyez ? Alors arrive, au milieu de tout ça, une quatrième dimension qui s'appelle l'orientation sexuelle. Parce que l'orientation sexuelle, elle ne dépend pas, à proprement parler, elle dépend évidemment, mais elle n'est pas déterminée par le sexe biologique. En fait, en l'homme, il y a très très peu d'instincts. Il n'y en a que deux qui survivent.
Le premier instinct qui a survécu, c'est l'instinct de survie. Et celui qui est resté, c'est l'instinct de succion. C'est un réflexe d'ailleurs, c'est même pas un instinct, c'est un réflexe. L'orientation sexuelle n'est pas de l'ordre de l'instinct. En plus, l'être humain est très peu sensible aux phéromones. Résultat, vous n'avez rien en commun avec un cerf qui est en rut, ou avec un félin ou une féline qui est en chaleur. Ça devient, je peux vous assurer que à la place de ces animaux, ce serait horrible. Le rut, il n'a aucun choix. Il se passe des choses abominables dans le règne animal. Hein. Moi, la plupart des gens qui commencent à me dire « Regardez ce qui se passe dans le règne animal, on pourrait imiter ça », c'est horrible. Vous prenez les phoques. Les phoques, par exemple, période de rut des phoques, il y a tellement d'hormones, ça fait disjoncter le cerveau des mâles, ils violent des pingouins. Et des bébés phoques. Avec tout ce qui bouge, ils sont là. Les dauphins, ils sont capables de faire une partouze avec une femelle de telle sorte qu'elle ne respire plus. Les canards, ils ont, je vous en avais parlé à vous les étudiants, ils ont des dents, enfin des pics sur leur pénis. Et c'est eux qui décident quand ça se termine. Vous voyez, c'est rentré, ils sortent les pics, la femelle ne peut plus sortir. Et donc, ça doit attendre que ce soit fini, et après à ce moment-là, flop, il s'en va. Si vous voulez prendre comme modèle, vous ne prenez pas le règne animal. Vous voyez? Donc on a très peu d'instinct. Résultat, l'orientation sexuelle n'est pas un instinct sexuel, mais est un désir sexuel. Or, le désir, c'est quelque chose de construit. C'est quelque chose qui s'éduque. Et vous allez être, dans votre désir, affecté par votre histoire, par votre culture, en plus de votre biologie, évidemment, mais il y aura votre histoire et votre culture qui va parler. Si je m'y prends bien, si j'étais réellement roi d'une culture, je pourrais faire en sorte, à travail je sais pas, de torturer les gens, etc., je pourrais faire en sorte que vous vous mettiez à désirer sexuellement cette bouteille. En façonnant cette culture, vous voyez. Je pourrais faire en sorte que ce soit le cas. Il y a même des gens, vous pouvez demander à la psychologue, il y a même des gens qui tombent amoureux de leur bourreau. Syndrome de Stockholm. Vous voyez, par protection, par histoire, par culture, ils finissent par éprouver un désir pour quelqu'un qui les a enlevés. Donc le désir n'est absolument pas quelque chose, vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent « mais je cherche mon désir naturel ». T'en as pas de désir naturel. Si, aller aux toilettes, à la limite c'est peut-être ton seul désir naturel. Mais il n'y en a pas d'autre. Le désir sexuel n'est pas un désir fondamental, c'est un désir construit. Et donc, c'est un désir qui est polarisé autour de la relation sexuelle. D'accord ? Je ne vous parle pas du sentiment amoureux, parce que le sentiment amoureux est un phénomène plus complexe, je vous parle du désir sexuel. Polarisé autour de la relation sexuelle. Polarisé autour de la relation sexuelle qui a un support fécond, le désir sexuel, l'orientation sexuelle, en fait, il y a un désir de fécondité au travers de ça. Même dans une relation sexuelle homosexuelle, il y a un désir de fécondité. Alors ça mettrait beaucoup de temps pour en parler, mais je pourrais en parler après avec vous si vous avez des questions. Et donc ça supporte une influence psychologique et culturelle, et donc l'orientation sexuelle est, dans son essence, mobile. Je peux vous assurer que votre orientation sexuelle va changer tout au long de votre vie, dans le plus comme dans le moins. Dans le plus, ça s'appelle le coming out. On change radicalement d'orientation sexuelle. Souvent, ça se passe au moment du crise de la milieu de vie, vous voyez. C'est là où la personne se rend compte, est-ce que j'ai pas fait de mauvais choix dans la vie, etc. Et hop, d'un coup, se dit, bah, finalement, peut-être que je suis attiré par quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi autre chose. C'est-à-dire que vous-même, vous avez eu vos désirs sexuels qui ont changé. En fonction de l'âge, vos désirs sexuels vont changer. En fonction de vos vécus, de vos expériences, vos désirs sexuels vont changer. Et donc, l'orientation sexuelle est dans son essence mobile parce que c'est un désir. Une personne de 50 ans n'aura pas les mêmes désirs qu'elle avait au moment où elle avait 20 ans. C'est normal. Donc, on a sexe biologique, sexe psychologique, sexe social, orientation sexuelle. Et les trois premières peuvent virer si jamais vous avez une angoisse existentielle.
la personne qui se retrouve en situation d'angoisse existentielle, eh bien, elle va souvent polariser son identité sexuelle sur son orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se définir comme un homme, comme une femme, comme un mâle, comme une femelle, comme un stéréotype, etc. Elle va se définir en fonction de quoi? En fonction de son élan du moment. J'ai vu une vidéo TikTok, je ne sais même pas si c'est un fake ou pas, un mec qui dit « je suis une flaque multicolore ». Parce qu'il se sent comme cela. On est de l'ordre d'un désir-être. Je souhaite être comme cela. Et en fait, c'est une angoisse existentielle. Le phénomène de l'orientation sexuelle, il débouche, quand vous l'étudiez, nécessairement sur la question de la transidentité. La transidentité, elle vient à partir de la considération sur l'orientation sexuelle, parce qu'au moment de la crise existentielle, il y a un réflexe, c'est que la personne va chercher à se définir elle-même. Je me définis par moi-même. Par moi-même comment? En me regardant. Je me regarde et j'essaye de trouver mon identité. À nouveau, ce regard posé sur elle-même, il est influencé par la culture, par l'histoire et par l'éducation. Ne croyez pas que les choses sont neutres. Et il y a un autre contexte quand on envisage la transidentité, c'est que la souffrance identitaire sexuelle, c'est l'une des rares qui est autorisée par notre société contemporaine. Vous avez le droit de ne pas aller bien si vous dites que c'est une dysphorie de genre. La société l'accepte, le reconnaît. Vous voyez, on a eu plusieurs... dans l'histoire de la psychologie, c'est intéressant. À partir du moment où on a diagnostiqué ce qu'était un syndrome dépressif, vous avez eu une multiplication de ce syndrome partout. Parce qu'il y avait une autorisation d'éprouver ce mal-être. La transidentité, moi j'en veux un petit peu à certains psychologues qui font absorber toute souffrance existentielle en disant c'est que vraisemblablement il y a une dysphorie de genre. Vous voyez, il y a des parents qui sont divorcés, par exemple, la personne est au fond du trou parce qu'elle a été abusée sexuellement, etc. Et elle va voir un psychologue et le psychologue trouve comme solution de lui dire bah, finalement, vraisemblablement, tu es peut-être en dysphorie de genre. La personne a un échappatoire par rapport à son mal-être et peut peut-être se dire bah, très bien, j'y vais, c'est peut-être ça. Alors que la transidentité est une réalité, mais qui n'était peut-être pas la réalité de ce qu'elle était en train de vivre sur le moment. La solution proposée, de plus en plus, c'est le changement de sexe. Lequel? Vous allez me dire, lequel on va changer? En fait, on ne peut pas changer le sexe chromosomique. On n'a pas encore de thérapie génique qu'il faut. Donc, c'est le changement plutôt au niveau gonadique et phénotypique. Alors là, on arrive à la partie, ceux qui aiment la médecine, ils vont être ravis. Le changement de sexe. Vous avez deux types de transitions. La transition dite masculine, donc vous avez un sexe femelle et vous allez essayer d'avoir un sexe mâle. Et la transition dite féminine, vous avez un sexe mâle et vous souhaitez avoir un sexe femelle. Tout d'abord, transition masculine. Quand vous avez une dysphorie de genre, on va vous proposer de prendre des bloqueurs de puberté. Et une injection de testostérone, en fait c'est pas une injection, ce sera tous les 3 à 6 mois d'injection de testostérone, quand vous avez fait réellement un travail psychologique sur vous-même. Ça peut avoir lieu avant 17 ans, ce travail-là, selon... il faut quand même une recommandation d'un praticien, d'accord, d'un psychologue, ou je crois que même c'est juste un thérapeute, en France. À partir du moment où la jeune femme a vraiment décidé que c'était sa décision, à partir de ses 17 ans, 18 ans, ça dépend où, elle va pouvoir faire une mammectomie. Mammectomie, alors c'est une opération qui est en fait plus compliquée qu'on ne pourrait le penser. Parce que l'ablation de la poitrine, en fait, c'est vraiment une ablation de plein de cellules mammaires qui peuvent s'étendre bien plus loin qu'on ne le pense et qui peuvent affecter les ganglions lymphatiques. Donc il faut bien réussir son coup, et ce n'est pas une opération anecdotique. Et en plus, il faut permettre à la personne d'avoir suffisamment de tension et d'élasticité sans que pour autant ça retombe. Voyez, donc c'est une chirurgie esthétique qui est un peu complexe. Ensuite, vous allez faire une hystérectomie. Hystérectomie, c'est que vous allez retirer utérus et ovaire.
Alors, parfois, on peut laisser les ovaires de temps en temps, mais la plupart du temps, on retire utérus et ovaires. Là, à ce moment-là, la personne est moins féconde. Je ne vous le cache pas. Ça affecte un peu sa fécondité. Ensuite, c'est la métoïdioplastie. Alors, métoïdioplastie. Ce qui se passe en fait avec l'injection de testostérone, c'est qu'il va y avoir plein de changements physiologiques qui vont se passer. Il va y avoir une augmentation un petit peu, la voix va devenir un peu plus grave, une augmentation de la densité musculaire, plus d'énergie, un peu plus d'irritabilité, un peu plus de désir, et une augmentation de la taille du clitoris. Le but de la métoïdioplastie et de l'opération qui va suivre, à savoir la phalloplastie, c'est de proposer à la jeune femme d'avoir un sexe qui ressemble à un sexe masculin. Donc métoïdioplastie, ça va être quoi? Ça va être qu'on va remonter le clitoris et on va remonter l'urètre pour permettre à la personne d'uriner debout. Alors, ça marche rarement parce que l'urètre n'est pas suffisamment longue, donc il faut l'accompagner de phalloplastie. Phalloplastie, vous faites quoi? C'est que vous prenez des tissus de l'avant-bras, toujours vascularisés, et voilà, et vous allez le remplir de chair, et vous allez le greffer, en fait, autour du clitoris qui aura augmenté, et ce faisant, vous allez avoir un simili-pénis qui va être là. Vous utilisez enfin, bon, faut faire aussi un scrotum, enfin, c'est-à-dire pour envelopper des simili-testicules aussi. Et vous allez remplir le pseudo-corps caverneux de soit des tiges de silicone, pour être en érection tout le temps, soit de petites pompes que vous aurez, vous permettant de pénétrer votre partenaire, en fait, par cela. Je ne vous cache pas que phalloplastie et métoïdioplastie, il y a beaucoup de déceptions, parce que c'est pas un pénis, en fait. C'est un morceau d'avant-bras qu'on a placé là. Ça a l'apparence d'un pénis, mais ça n'est pas un pénis. Pourquoi je vous parle de ça, vous allez comprendre après. Autre chose, on vous garantit la possibilité d'avoir un orgasme, évidemment, puisque le clitoris est toujours là. Ça ne sera jamais un orgasme masculin. Hein, c'est toujours l'orgasme du clitoris, le clitoris étant laissé. Vous savez, le clitoris, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on sait à quoi il ressemble. Le clitoris, en fait, c'est un espèce de cygne avec deux parois qui entourent le vagin et quelque chose qui ressort devant. Donc, il n'y a pas de femme vaginale, il n'y a pas de femme clitoridienne. C'est le même organe qui éprouve du plaisir. Mais ça n'a rien à voir avec le plaisir que va éprouver un homme. Un mâle, pas un homme, un mâle. Transition féminine, sexe mâle vers sexe femelle. Là, on va prendre des anti-androgènes et des œstrogènes pour féminiser un petit peu, mais ça ne fonctionne pas bien. Parce que la testostérone marque énormément. Je ne vous cache pas qu'en fait, à partir du moment où vous avez pris de la testostérone, vous êtes marqué à vie. La testostérone marque énormément, donc il faut coupler ça avec de la chirurgie faciale. C'est-à-dire qu'il faut limer les os qui sont un peu trop saillants au niveau de l'arcade sourcilière et des mâchoires. Et puis un peu partout, en fait, dès que c'est un petit peu trop. Voilà. Ensuite, l'augmentation mammaire. Donc là, il faut que vous placiez sous les pectoraux, parce qu'il faut que ça soit quand même ferme. Donc sous les pectoraux, silicone ou liquide physiologique. On préfère le liquide physiologique parce que la silicone peut entraîner des problèmes s'il y a une rupture. La vaginoplastie. Alors là, vaginoplastie. Messieurs, accrochez-vous. Vaginoplastie. Vous videz le pénis de tout son contenu. Vous retournez le pénis. Et ensuite, vous percez entre l'anus et les bases en fait, du pénis. Vous percez à cet endroit-là et vous retournez à l'intérieur. Vous utilisez le scrotum, donc la peau qui entoure les testicules, pour faire des grandes lèvres et des petites lèvres. Et puis vous remontez le gland avec l'urètre pour faire en sorte d'avoir donc une orchidectomie, donc la possibilité d'avoir... l'orchidectomie, c'est autre chose, pardon, c'est le fait de couper les testicules pour avoir un simili-clitoris dessus. Voilà. Bon, ce sont des opérations entièrement remboursées par la Sécu, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est des opérations où faire machine arrière, c'est compliqué. Pourquoi je vous en parle ? Pourquoi je vous en parle ? Parce que moi, je suis très étonné de la réponse que l'on fait à un trouble identitaire. C'est-à-dire qu'on fait changer le corps, alors que le problème est un problème d'intégration plutôt psychologique, et social et culturel.
la plupart des personnes qui vont faire leur transition masculine, donc sexe femelle vers sexe mâle, vont en fait essayer de ressembler à quoi? Au stéréotype culturel du mâle ou au stéréotype culturel de la femelle. C'est-à-dire que c'est une affaire de représentation et peu en fait de thérapeutes vont interroger la légitimité des représentations des personnes qui veulent changer de sexe. Voilà. Bon, sachez qu'il y a un énorme budget dedans, donc je pense que les médecins, notamment en chirurgie esthétique, aux États-Unis, en tout cas c'est parfaitement admis aux États-Unis, c'est un business colossal. Le problème, c'est que là, vous voyez, la Norvège est en train de reculer un petit peu par rapport à toutes ces problématiques, parce qu'ils se rendent compte que, notamment aux États-Unis, il y a plein de gens qui ont fait leur transition, qui font un procès à leur chirurgien. En disant, mais en fait, vous êtes des bâtards, je voulais pas du tout ça, moi. Et le médecin dit, bah si, vous vouliez ça, mais non, mais je n'étais pas assez éclairé. J'avais pas assez de conscience. Et alors, une statistique qui m'a un peu affolé, c'est que... je suis désolé. Non, pardon, mais c'est sur TikTok, je me fais pourrir. Je suis désolé. Alors, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que il y a une statistique qui m'a un peu affolé, ou qui m'a questionné, en fait, pour de vrai. C'est que, en Allemagne, 81% des personnes qui demandaient à changer de sexe étaient des femmes. 81% des personnes qui demandaient à changer de sexe étaient des femmes. C'est pas 50, c'est pas 60-40, c'est pas une petite statistique, vous voyez. Et je me suis posé la question, je me suis demandé, mais comment ça se fait que autant de femmes veulent changer de sexe? Une réponse débile voudrait dire, bah, le problème c'est au niveau de leur corporéité. Vous voyez, les hormones, tout ça, elles ont envie de changer de sexe. C'est débile. Et j'ai entendu ça malheureusement, et c'est vraiment débile. Non, le problème c'est que, en fait, nous avons un phénomène, actuellement, qui s'appelle le féminisme culturel. Et ce féminisme, je pense qu'il est pour beaucoup responsable de la mauvaise image que nous avons de la femme. Et je vais m'expliquer. Il y a un féminisme qui est tout à fait légitime. Je vous parle de ce que le féminisme actuellement est en train de porter comme valeur. Et en fait, vous allez voir, c'est un peu complexe. Alors la première chose, c'est que le féminisme, c'est un problème philosophique. D'abord philosophique. D'accord? Et on va le voir, c'est l'aboutissement de la philosophie du sujet de Descartes. Le féminisme porte en lui-même le fait de combattre contre le patriarcat et pour les femmes. Le patriarcat se définit comme une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes à l'exclusion explicite des femmes. Clairement, il y a des âges patriarcaux dans notre société française qui sont parfaitement définis. C'est-à-dire le napoléonisme, la Révolution française, c'était des âges patriarcales. Patriarcal, pas patriarcaux du tout, c'était patriarcal, je pense. Alors, on a réussi à définir le patriarcat. Comment est-ce qu'on peut définir la femme? Eh bien, c'est là qu'intervient la difficulté. C'est que, soit on peut définir la femme, mais dans ces cas-là, on donne une essence féminine. On dit la femme, la féminité, c'est ça. Sauf que le féminisme refuse ce genre de choses. Il ne faut pas pouvoir définir la féminité, puisqu'il faut laisser libre les personnes d'être ce qu'elles veulent être. Soit on ne peut pas définir ce qu'est une femme, et dans ces cas-là, le féminisme est absurde. On ne devrait pas appeler ça le féminisme. Donc, le féminisme, il se bat pour l'égalité entre l'homme et la femme. La question que je me suis amusé à me poser, c'est pourquoi? En raison de quoi les féministes se battent pour l'égalité entre l'homme et la femme? L'égalité, elle peut être politique et sociale, elle peut être une égalité aussi de considération. Pourquoi? Pourquoi on devrait se battre? Eh bien, la réponse des féministes, et ils ont raison, c'est que ça n'est pas juste. Si l'homme et la femme ne sont pas égaux politiquement, socialement, au niveau des salaires, etc., et au niveau de la considération. Mais ça n'est pas juste, non pas en raison de ce que sont les femmes, mais ça n'est pas juste en raison de
ce qu'est l'humanité. Entre deux êtres humains qui font le même travail, il faut que vous leur donniez le même salaire. C'est en raison de l'humanisme. Sauf que les féministes n'acceptent pas d'être un humanisme. Ils ne veulent pas être uniquement un humanisme. Ils ne veulent pas se battre pour l'humanité, ils veulent se battre pour les femmes. Pourquoi introduire cette différence? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est en raison de leur corps sexué, et il y a certains droits qui ont été, vous savez, acquis par ça. L'avortement. L'avortement, par exemple, c'est en raison du fait que les femmes avaient un utérus capable d'engendrer alors qu'elles ne le souhaitaient pas, qu'elles ont obtenu le droit d'avorter. Les hommes, ils n'auraient pas pu l'avoir, ce droit-là, hein, on comprend bien. Mais sauf que ça pose problème, parce que si vous commencez à dire que c'est le corps sexué différent qui fonde la politique, ça veut dire que à différence sexuelle, il y aura des droits différents. Donc il peut très bien se ramener un timbré qui commence à dire, puisque l'homme a une bite, eh ben, il peut très bien être payé plus. Bah oui. Puisque vous avez un utérus, vous avez le droit à l'avortement, puisque nous, on a un pénis, eh ben, on peut être payé plus. Donc les féministes refusent, très tôt en fait, les féministes ont compris hein, ce problème-là, et donc, elles refusent le fait qu'on puisse avoir des revendications politiques en raison du corps, donc, on va dire comme slogan, mon corps, mon choix. Ce n'est plus en raison du corps sexué féminin, c'est en raison du corps individuel. Et donc le féminisme n'est pas un humanisme, mais est un individualisme. Il promeut l'individu. Comment le faire? Eh bien, oui, ça je l'ai déjà fait, bonjour. Voilà, super. Comment le faire? Eh bien, en proposant la victoire du masculin. C'est terrible, je vous avoue, c'est terrible. Quand on comprend ça, c'est terrible. De deux manières. Soit vous magnifiez les caractéristiques historiques ou culturelles pour en faire l'essence même de la femme. Vous dites la femme, il faut retrouver la représentation la plus adéquate de la femme. Donc vous allez chercher dans votre religion, vous allez chercher parmi les Amazones, vous allez chercher dans vos mythes, vous allez chercher dans tous les trucs, la mère Gaïa, vous avez plein de sessions, vous savez, retrouver la féminité en soi, voilà, une semaine où finalement vous dansez en cercle, habillé en aube blanche, et vous devez essayer de retrouver votre féminité, et en fait, à ce moment-là, vous devez renouer avec le soi, ici féminin, en déconstruisant les représentations néfastes. Quelles sont les représentations néfastes? Toutes. Elles sont toutes néfastes dès lors que vous ne vous y retrouvez pas. Donc il n'y a plus rien qui subsiste. Il n'y a pas de représentation féminine qui subsiste à ce moment-là. Qu'est-ce que ça entraîne? Puisqu'il n'y a rien, eh ben on va regarder ce qui n'est pas une femme. Ce qui est le rien d'une femme. À savoir, c'est quoi ce qui n'est pas une femme? Un homme. Et là, va se produire le deuxième mouvement. Donc c'est des représentations individualistes. Le deuxième mouvement, c'est dénigrer systématiquement le sexe social féminin. Et donc, on va dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Merci. On va dire quoi? Eh bien, écoutez, la mère, c'est une représentation arriérée de ce qu'est une femme. L'épouse, c'est une représentation arriérée de ce qu'est une femme. Donc, il faut être comment? Comme un homme. Être reconnu comme un homme, être payé comme un homme, être comme un homme, c'est-à-dire avoir la même sexualité qu'un homme, avoir les mêmes loisirs qu'un homme, avoir les mêmes métiers qu'un homme, avoir comme un homme. La victoire du masculin. Résultat, la différence sexuelle est perçue comme quoi? Comme une malédiction par des jeunes femmes qui se voient condamnées avec un vagin et un utérus qui vont être déterminés à être capables d'engendrer. Et donc, vous allez essayer de sortir de cette situation. C'est ce qu'on appelle, ça a été théorisé par les féministes qui se battent un peu contre ça, qui disent on est face à un féministe masculiniste. Et donc dans l'identité sexuelle, ça vient tout brouiller. Le temps passe, c'est une horreur. Donc, l'homme et la femme. L'homme et la femme, ils sont opposés, on peut les opposer, parce qu'ils sont différents. Jusque-là, vous me suivez un peu. Alors, on peut les opposer, il y a eu plusieurs... En fait, il y a eu vraiment plusieurs écoles d'opposition des femmes, des hommes et des femmes. Vous avez l'opposition selon la contradiction. Là, c'est toute une école hegélienne, marxiste, qui va opposer l'homme et la femme
comme on opposait le bourgeois et le prolétaire. Vous voyez, le marxiste, il se dit, le bourgeois en veut au prolétaire, le prolétaire en veut au bourgeois. Comment on peut faire pour qu'ils s'entendent? Il faut détruire la prolétariatude du prolétaire et la bourgeoisie du bourgeois. On crée la classe moyenne, comme ça, tout le monde s'entend bien. Eh bien, entre l'homme et la femme, c'est pareil. Ils sont opposés selon la contradiction. Donc, on va détruire ce qui fait la féminité, on va détruire ce qui fait la virilité au niveau culturel et social. Et donc, on va arriver à un être androgyne qui ne s'opposera pas. La deuxième opposition, c'est l'opposition selon la privation. Là, je dois reconnaître que notre ami Aristote est très fort là-dedans. La femme, c'est un être privé d'eux. Pour Aristote, elle est privée de chaleur, elle est privée de force, elle est privée de délibération, elle est privée de décision. Bon, il ne reste pas grand-chose. Hein. Je ne vous cache pas qu'elle est comme un esclave. C'est Aristote qui le dit. Hein. Elle est quasiment comme un esclave, sauf qu'elle est capable de délibérer un petit peu. Mais elle n'est pas capable de décider, donc ça ne lui sert à rien. Bon, ça, cette opposition-là, elle consiste à nier ce qui existe chez l'un, chez l'autre. Vous voyez, de dire, si la femme est douce, l'homme, en fait, ne peut pas être doux. Et c'est ridicule qu'il le soit, d'ailleurs. Si l'homme est fort, eh bien, c'est ridicule qu'une femme soit forte. Vous pouvez l'opposer aussi selon la contrariété. Là, c'est le fait... Alors ça, c'est les pros. Les cathos sont les pros pour ça. C'est le fait de dire, si l'homme est la force, la femme, c'est la douceur. C'est-à-dire que on prend la même vertu et on la décline selon la contrariété. Vous voyez ? Si l'homme, c'est l'extériorité, la femme, c'est l'intériorité. Oui, bien sûr. Non, mais c'est du délire. C'est-à-dire que je peux vous prendre n'importe quoi. C'est-à-dire, si l'homme, c'est, je sais pas, la pilosité, la femme, c'est le fait d'être imberbe. Hein ? Ça, c'est social, voilà. Dernière chose, l'homme et la femme sont opposés parce qu'ils sont des relatifs. Et ça, ce sera ma thèse et ma conclusion. La base organique mâle et femelle, vous ne pouvez pas en dire que c'est deux relatifs. En tant que tel, dans votre biologie, vous ne dépendez pas de l'autre pour être un mâle ou une femelle. C'est pas parce qu'il y a 4 femelles autour de vous que d'un coup vos chromosomes vont se changer et vont devenir XX, mon Dieu. Voilà, on n'est pas des beaux droits. Vous voyez, les beaux droits, si elles ne trouvent pas de mâle, elles deviennent une femelle. Non, si le mâle ne trouve pas de femelle, il devient lui-même une femelle. C'est un principe, voilà, c'est bizarre, mais voilà. On n'est pas comme ça, nous. On est des relatifs. Ça veut dire que notre manière de psychologiquement intégrer notre corps, notre histoire, notre orientation sexuelle, va dépendre d'une autre polarité différente de nous. Et de comment elle va se comporter. Je serai homme différemment en fonction des femmes avec qui je vais être en interaction. Et je vais être femme différemment en fonction de l'homme avec qui je vais être en interaction. Ça ne tient pas en compte de la question du couple ou pas du couple. Vous voyez ? Les petits garçons vont avoir une représentation de ce qu'est la femme et donc, à contrario, de ce qu'est un homme en raison des femmes qu'ils vont côtoyer. Et inversement pour l'homme. Vous voyez ? Ça fait que il faut envisager une relation entre ces deux relatifs. Et la relation, elle est polarisée autour de 2 actes. De 2 actes qui sont les plus hauts, en fait. Les plus hauts auxquels vous pouvez arriver dans la relation. Entre l'homme et la femme, vous pouvez arriver à ce qu'on appelle l'amitié conjugale. L'amitié conjugale, c'est le fait que 2 polarités éminemment différentes s'entendent dans une relation commune. Cette amitié conjugale, pourquoi je vous parle de l'amitié conjugale dans le cadre de l'identité sexuelle ? Parce que c'est un des lieux où vous allez le plus facilement intégrer ce que vous êtes en raison de l'autre. Et d'ailleurs, vous allez le voir, vous prenez des vieux couples, des vieux couples qui ont duré 60 ans, etc. Eh bien, ils ont une espèce d'égalité sur beaucoup d'aspects. Ils se comportent de la même manière, ils aiment les mêmes choses, ils finissent la phrase de l'autre avant que l'autre les finisse, des trucs comme ça. Vous voyez, c'en est même un peu pénible en fait, vous voyez. Mais parce que justement, cet aspect relatif va finir par s'ajuster.
et on ne va pas être dans le stéréotype du comportement sexuel. Tandis qu'au début du couple, alors là, vous avez l'explosion de tous les stéréotypes sexuels. Hein. À ce moment-là, je sais pas, vous êtes dans une famille où c'est toujours les femmes qui décident, ou alors une famille où c'est toujours les mecs qui décident. Alors c'est très drôle, vous voyez, quand vous voyez une famille, j'ai des amis comme ça, une famille où lui, il a été éduqué, il est italien, il a été éduqué à ce que ce soit sa maman et ses sœurs qui se lèvent à table pour chercher plein de trucs. Elle a été éduquée au fait que c'était les mecs qui devaient s'en occuper. Résultat, à table, personne ne se lève. Et donc, qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, la relation conjugale, il faut que les deux se mettent d'accord. Parce que le stéréotype ne va pas pouvoir survivre. Il faut qu'il y ait un moment, l'un et l'autre, on se dise, bon, allez, on se lève, tous les deux, à 3. Vous voyez ? Et en fait, cet aspect-là va intervenir encore plus à un deuxième acte, qui est la fécondité. Là, c'est à ce moment-là où, en fait, l'homme et la femme doivent s'asseoir pour dire, en raison de nos différences, on ne va pas pouvoir se comporter de la même manière. Vous voyez, beaucoup de féministes, c'était très intéressant, j'écoutais une féministe qui disait « il faut que les hommes prennent leur part dans l'éducation ». Oui, mais elle l'entendait comme « il faut qu'ils prennent la même part que les femmes ». Bah attention, si ça fonctionne, tant mieux, c'est super. Mais par exemple, je vous donne un exemple, il y a des stéréotypes. Monsieur, ça doit être les grosses bêtises, madame, c'est les petites bêtises. Voilà. Tu vas voir ton père. Alors là, c'est le flip. Mais sauf que ça, si lui, c'est un mou qui n'arrive pas à élever la voix, qui est incapable de faire preuve d'autorité, c'est pas lui qui doit s'occuper des grosses bêtises. Si elle, c'est, je sais pas, c'est une femme hyper active qui se réalise dans son travail et que lui, mais alors pas du tout, il s'en fout, etc. Ben faut peut-être repenser le truc. Mais là, vous vous rendez compte du flip que tout le monde va avoir. Si monsieur commence à dire, non, moi je veux être père au foyer. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben oui, mais pourtant, bah oui, c'est possible. S'il est plus calibré pour ça, comprenez une chose, hein, mesdemoiselles, vous êtes plus calibrés au monde du travail que les hommes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est une majorité de secteurs tertiaires. Et donc c'est des métiers de l'ordre à la fois relationnel et où la force physique n'a absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc les hommes sont moins aidés qu'avant, où ils devaient soulever de la fonte, pas de la fonte d'ailleurs, enfin des trucs, plein de trucs. Voilà. Voilà, donc résultat, le sexe, ce sera la conclusion véritable, se définit comme une disposition corporelle à engendrer avec un autre, soit hors de soi, soit en soi, mais aussi comme une disposition naturelle à s'unir à un autre, union, mais aussi disposition naturelle à une relation avec un autre. Et quand vous aurez compris que l'identité sexuelle, en fait, c'est quelque chose de relatif, eh bien, à ce moment-là, vous serez complètement libre. Et ça vous permettra d'être ce que vous devez être. Et si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Merci pour votre attention. Tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller, donner ton avis, bah tu peux commenter, rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, bah tu peux t'abonner, tu peux t'abonner.